Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre Kilomètre Zéro. Nous nous étions arrêtés au deuxième chapitre, on est au début de la lecture, le chapitre 2 qui s'intitulait Avec des yeux d'enfant. Pour résumer rapidement, donc Maël, notre protagoniste, se rend à Katmandou pour rendre un service à son amie qui est atteinte d'un cancer, Romane. Et à Katmandou, du coup, elle doit rencontrer un certain Jason, mais pour l'instant, elle rencontre Maya, une dame très sage et qui voit la détresse un peu de Maël, parce que tout est bien moins comme chez nous, si j'ose dire, pas d'électricité ou peu, enfin bref, beaucoup moins de confort et Maya essaie de lui apprendre à relativiser, à voir tout avec des yeux nouveaux, avec, comme si c'était une découverte, comme quand on naît, comme quand on grandit et que tout nous attire en fait parce que tout est nouveau. Un exercice pas facile que du coup notre protagoniste Maël promet d'effectuer et nous nous étions un peu arrêtés ici, on attend le retour de Jason pour que Maël continue son aventure. Allez, on commence sans plus tarder ce chapitre qui s'intitule Pile ou face. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Joseph Goldstein. Des bougies éclairaient les tables autour de l'allée qui traversait le jardin. L'air s'était rafraîchi, mais l'ambiance feutrée invitait à profiter de ce havre de paix. Shanti, assis près de l'entrée, se leva en nous apercevant. Il salua Maya d'une accolade amicale et se tourna vers moi. Il me serra la main puis la recouvrit chaleureusement de l'autre. L'homme était petit. Son visage, buriné par le soleil et ses yeux rieurs, exacerbant ses ridules en pas de doigts, confortait ses origines. « C'est un honneur de te conduire dans l'Himalaya pour cette noble cause et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le voyage te soit le plus agréable possible. » Son accent népalais rendait la compréhension de son anglais difficile. Il m'invita à m'asseoir à sa table. « Nous devons nous mettre d'accord sur le parcours à suivre et je dois t'avertir des dangers qui nous attendent. Quelqu'un t'a prévenu des conditions climatiques que nous risquons de rencontrer à cette période ?»« Mais de quoi tu parles, Shanti ? À t'écouter, nous partons pour un voyage au centre de la Terre, » m'esclaffai-je. Surpris, il se tourna vers Maya qui haussa les épaules sans rien dire. Mais enfin, où va-t-on ? J'étais censé récupérer un livre à mon arrivée d'hôtel et repartir dans les quelques heures qui suivaient. Si tu souhaites rentrer avec cet ouvrage, il te faudra plus que quelques heures. Il sortit une carte de sa besace et la déplia sur la table. Je reconnus la vaste chaîne himalayenne. Il pointa du doigt notre position, puis celle de Jason, en plein cœur de la chaîne de l'Annapurna. Comme tu le vois, ce n'est pas tout à côté. Plusieurs itinéraires s'offrent à nous, mais je suggère de partir de Kandé, passer par Australian Camp, monter par Landruk, Jinyu, Danda, Bamboo et enfin de Raleigh pour accéder au sanctuaire de l'Annapurna. C'est un jour supplémentaire de marche, mais le trek est moins difficile que par l'est. Il nous faudra 5 à 6 jours pour nous rendre au sommet et 2 jours de moins pour redescendre si tout va bien. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il y a erreur. Je ne suis pas prête pour ce genre d'activité. Je n'ai absolument pas le temps de partir 10 jours. Déconcerté, Shanti replia la carte et soupira. Alors, tu devras renoncer à récupérer à ce que tu es venu chercher. C'est hors de question, c'est n'importe quoi. Il y a bien un moyen d'atteindre le monastère par hélicoptère. Je prendrai les frais à ma charge, bien sûr. Certes, mais nous nous ferions remarquer et nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment. Pourquoi vous ne me dites pas tout ? L'angoisse me gagna. Shanti se tourna vers Maya qui lui fit un signe de la tête en validant sa confiance. Le monastère recueille des Tibétains recherchés par la police népalaise. La Chine a passé un accord avec les autorités pour leur livrer ces personnes jugées perturbatrices et menaçantes. Nous devons être discrets. Jason est parti là-bas de toute urgence car une épidémie de grippe frappe la zone. Il a préféré garder le manuel avec lui, ne sachant pas si tu allais venir. Ton ami n'a confirmé ton arrivée qu'hier. Jason l'avait déjà quitté Katmandou. N'y a-t-il pas un moyen plus rapide pour nous y rendre ? Je crains que non. Aucun véhicule ne circule dans la montagne. Je cherchais une solution, mais de toute évidence, il n'y en avait pas. Ce choix cornélien était frustrant. Shanti et Maya me laissèrent le temps d'encaisser la nouvelle. Ils ne prononcèrent aucun mot jusqu'à ce que je me décide. Non, je dois repartir. Je ne peux pas me permettre de m'absenter aussi longtemps de Paris. Mes collaborateurs ont besoin de moi. Enfin, vous comprenez déjà que je n'ai pas de réseau ici. Ton choix sera le bon, si tu le fais pour les bonnes raisons, celles qui sont guidées par ton cœur. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire.
Je suis persuadé que tu as fait des études brillantes qui t'ont permis de te servir de ton cerveau correctement. C'est bien utile dans de multiples cas, mais qu'en est-il de ton cœur? Qui t'a appris à l'écouter? Pour prendre ce genre de décision et n'avoir aucun regret, il ne s'agit pas d'être bon en probabilité, il suffit d'entendre ce battement intérieur. C'est le seul à pouvoir te guider sur le chemin de ta vie, celui qui te correspond, celui qui t'emmènera vers ta réalisation. Son discours, que je n'osais interrompre, me semblait celui d'un gourou sorti tout droit de sa secte, mais sa sérénité m'interpellait. Il rayonnait d'une étrange lumière et sa présence me faisait du bien. Je sentis ma curiosité piquer. Mon cerveau et mon cœur sont deux organes indispensables à ma survie. Je ne crois pas prendre de décision avec l'un d'entre eux en particulier. Chaque option de ma vie est la mûre réflexion entre différentes alternatives. J'ai passé l'âge de foncer tête baissée. Il n'est pas question d'agir de façon déraisonnée, mais de calmer les hurlements de la panique pour entendre le chant de tes envies. As-tu écouté ce que ton cœur souhaitait ou te laisses-tu berner par le vacarme de tes peurs? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Le problème est là. Pourquoi es-tu venu? Tu le sais, pour récupérer cette méthode. Alors, pourquoi renoncer maintenant que tu es ici? Parce que je ne devais faire qu'un aller-retour. Mon travail ne me permet pas de rester 10 jours. Ce serait inconscient de ma part dans une période chargée comme celle-ci. Je lui montrai nerveusement l'écran de mon portable. Tu vois bien, en plus, je ne capte toujours rien. Oui, je vois, mais penses-tu que ton entreprise va s'écrouler en 10 jours? Oui, enfin non, mais une journée perdue est difficile à rattraper. Très bien, alors, qu'est-ce qui te fait renoncer au fond? Je réfléchis un moment. J'avais une idée, mais j'étais mal à l'aise pour l'exposer. Je ne crois pas être prêt sur le plan physique à partir en montagne, qui plus est avec des gens que je ne connais pas pour une destination hasardeuse. Je comprends mieux ton choix. Tu as peur de ne pas y arriver, de te retrouver seul avec des inconnus, d'être déçu et de ne pas rapporter le manuel. Ton cerveau te décourage et trouve les bonnes excuses pour te persuader de rentrer. Ce n'est pas de ton niveau, tu n'es pas une sportive mais une intellectuelle, ces gens sont probablement malhonnêtes et si le livre n'existait pas. Lorsque ces doutes ne suffisent pas à te convaincre, cette voix insolente utilise d'autres armes comme la culpabilité. Comment peux-tu laisser tomber tes salariés? Crois-tu que tu as le temps pour ce genre de distraction? Etc. Je souris, c'était effectivement ce que j'entendais résonner dans ma tête. Maintenant que tu as identifié tes peurs, pourrais-tu me dire ce que tu ferais si elles n'existaient pas? Quelle décision prendrais-tu si le parcours était simple et sans effort, que tes accompagnateurs te voulaient du bien et qu'il existait une bonne probabilité de trouver ce manuel? J'irai certainement, parce que Roman est très importante pour moi et que s'il y a une chance de la guérir, je veux pouvoir la lui donner. Et puis, parce que 10 jours de ma vie ne sont rien pour sauver celle d'une personne que j'aime tant. Les mots sortaient de ma poitrine. Shanti hocha la tête plusieurs fois. Ses yeux fixèrent les miens. Seul ton cœur est capable de prendre ce genre de décision. En faisant abstraction de tes peurs, tu as entendu sa voix sereine. Pourquoi ne pas tenter cette chance et dépasser tes craintes? Ne risques-tu pas de regretter ton choix demain, assise derrière ton bureau? Je connais la montagne. Il y aura des moments difficiles. Les conditions climatiques seront âpres à cette période. Mais je n'ai aucun doute quant à ta capacité d'y arriver. Si tu en as l'envie, je t'emmènerai tout en haut. Mais sans toi, je ne peux rien faire. Et l'équipe? Je la connais bien, puisque je l'ai constituée. Nishal, le premier porteur, fait ce métier depuis 30 ans. C'est un ami d'enfance. Tim, le second, est son neveu. Il s'en occupe depuis qu'il est petit. Son père l'a rejeté lorsqu'il s'est aperçu que le jeune garçon était simplet. Sa compréhension est peut-être plus lente que la moyenne, mais son cœur est bien plus gros. Tu verras, c'est un plaisir de voyager avec lui, c'est un apprenti sérieux. Et enfin, Goumar, notre cuisinier, est un homme amusant, continuellement de bonne humeur, qui saura nous régaler pendant tout le trek. J'ai parcouru l'Himalaya pendant des années avec lui et Nishal. Ils te plairont, c'est sûr. La question que tu dois te poser est « Pourquoi me faire confiance ?» Parce que je suis le guide que Jason a choisi pour toi et qu'il est un proche de ton ami cher, n'est-ce pas suffisant? Je souris. Tu es un fin négociateur, Shanti. Je n'ai rien à te vendre, mais je prends le compliment. Alors, que décides-tu d'écouter? Ton cerveau et tes peurs ou ton cœur et ton amour pour ton ami? Ma tête sombra entre mes mains, les coudes en appui sur la table. Les options se heurtèrent une bonne minute, puis je me redressai, me massai les tempes d'un mouvement circulaire et pris une grande aspiration en vissant mes yeux dans ceux de Shanti. Quand partons? Chance ou malchance? Je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher.
Henri Bergson. Je finissais mon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, offrant mon visage au soleil, j'écoutais les prières émanant du temple voisin et les clochettes retentir entre chaque mantra. Je redoutais l'arrivée de Shanti, oppressé par ce qui allait suivre. Partir dans l'Himalaya, moi qui ne supportais pas de rester seul une journée à la campagne, qui plus est, avec des personnes que je ne connaissais pas et en qui je devais avoir confiance. Était-ce bien raisonnable ? Roman restait injoignable. Comment avais-je pu prendre cette folle décision ? Plus j'y pensais, plus mon cœur s'accélérait. Je sentis une douleur pesante dans mon estomac. Shanti passa le portail, il me fit signe de loin, il traversa le jardin et monta 2 à 2 les marches jusqu'à moi. « C'est le grand jour, tu es prête ?»« Non, je ne suis plus trop sûr de l'être, j'ai mal dormi et je ne pense pas avoir le physique pour, et puis je... » « Ne t'inquiète pas, le premier jour, nous ferons plus de voitures que de marches, tu auras le temps de t'habituer, nous irons à ton rythme. » Shanti scruta mon regard paniqué puis constata, amusé, « Tu as prolongé notre conversation avec ton cerveau hier soir. Il ne t'a pas lâché de la nuit. C'est pour ça que tu te sens anxieuse ce matin. Le plus difficile sera de le dompter et de bien lui rappeler qui commande. » Il ponctua sa phrase d'un clin d'œil. « Nous devons partir, la route est longue, il nous faut arriver à Australian Camp avant la nuit. » Je me laissai entraîner par son enthousiasme jusqu'à la sortie. J'embrassai Maya qui me serra fort contre elle en me glissant à l'oreille. « Profite de ce voyage, pense à ce que je t'ai dit hier, expérimente chaque instant en amnésique, comme si tu ne connaissais rien d'autre que ce que tu découvres. » Shanti me présenta Karma, notre chauffeur, puis chargea mes bagages dans le minibus. Je m'installai au 2e rang au milieu des sièges vides. Nous traversâmes Katmandou en silence, happés par l'agitation matinale. Les camions déchargeaient leurs livraisons, bloquant la route aux automobilistes qui s'impatientaient. Seuls les 2 roues en tout genre se faufilaient avec adresse entre les barrières de véhicules. Les klaxons marquaient la mesure de ce Bharan dissonant. Le Bharan, B-H-A-J-A-N, un chant dévotionnel hindouiste. Après une courte pause à Tamel pour étoffer ma garde-robe de montagne, d'autant que je n'avais pas prévu de vêtements pour plus d'1 week-end, nous prîmes Prithvi Highway, la route principale goudronnée sur 2 voies qui reliait Katmandou à Pokhara. Pas de trottoir, seule une bande de terre sablonneuse nous séparait des habitations. Les maisons de tôle, pour la plupart, proposaient aux passants dans leur partie basse divers services. Réparation de vélos, boucherie, couture, vente de marchandises variées, ou avariées d'ailleurs. Shanti m'apprit qu'il nous fallait parcourir 200 km, soit environ 5 heures de route. J'étais épuisé. La nuit avait été difficile et je ressentais les effets du décalage horaire. Je m'assoupis un moment. Quand je me réveillais, nous étions bordés par la chaîne du Mahabharat. De petits villages historiques et d'anciens temples se succédèrent. Je bâillais à gorge déployée. Je me sentais sonné. Encore endormi, je me frottais les yeux des 2 mains, enchaînant de nouveaux bâillements. Je regardai ma montre, il était déjà 11 heures. J'avais dormi 2 heures. Shanti me sourit. Nous étions à mi-chemin, il restait 2 heures et demie de route. Peu de temps après, Karma coupa le moteur devant une petite cahute. 2 hommes en civil encaissèrent un droit de passage, pas de barrière, pas d'indication, juste un triangle de détresse. Il fallait le savoir. Les rayons du soleil perçaient la vitre, ravivant mon corps déjà bouillonnant. Je regardais défiler le paysage. Les mots de Maya résonnaient dans ma tête. Expérimente chaque instant en amnésique. Je n'avais aucun mal, tout était si loin de ce que je connaissais. Cette route empruntée par les camions surpeuplés, les vélos rafistolés, les vaches errantes cherchant un brin d'herbe à ruminer, m'offrait des scènes improbables. Je détaillais à Shanti l'expérience que Maya m'avait proposée. Dans un pays comme le Népal, il est facile pour moi de constater la nouveauté puisque rien ne m'est familier. Ce qui est plus difficile, c'est de ne pas le critiquer. Parce qu'immédiatement, je compare avec ce que je connais. Je me rends compte que j'émets un commentaire sur tout. C'est que ton cerveau a besoin d'être rassuré. Comme tu l'as compris hier, la nouveauté fait peur à l'ego qui critique et se sert de tes facultés mentales pour comparer, afin de se rassurer en te ramenant dans sa zone de connaissance. Ce que te propose Maya est un très bon exercice. Oublier tout ce que tu as appris implique qu'il ne t'est plus possible de rapprocher quoi que ce soit. Tu restes ainsi en observatrice de ce que tu vois. Tu ne peux plus juger puisque rien d'autre n'existe que ce qui est. Il n'y a plus de connu ou d'inconnu, il n'y a que des images qui passent devant tes yeux. Et à quoi ça sert ? À ne pas te laisser envahir par des pensées polluantes qui t'empêchent d'apprécier le moment présent. Lorsque tu les élimines, plus rien ne peut atteindre ton bien-être. N'est-ce pas un bel objectif de se sentir bien à chaque instant ?
J'acquiesçai, laissant fuser un petit rire cynique. Chanty me demanda si c'était le cas pour moi. Non, bien sûr que non. Pourquoi ? Tellement de choses, souvent extérieures à ma volonté. Le travail me stresse, la vie me contraint à agir par obligation. Au même moment, une voiture nous fit une queue de poisson. Karma pila, mais il s'en fallut peu pour qu'elle nous percute. Le chauffard nous fit un signe injurieux dans son rétroviseur central et s'enfuit avec la même imprudence, slalomant entre les véhicules. « Regarde-moi cet abruti, comment peut-on garder son calme ?» vociférai-je. En plus d'avoir tort, il nous insulte, c'est un comble. Mes deux accompagnateurs ne pipèrent mot. Karma se remit de ses émotions, inclinant la tête de gauche à droite, encore sous le choc. Chanty, perplexe, pensa à haute voix. Je suis surpris des hasards de la vie. Nous venons de vivre l'illustration de ce que je voulais t'expliquer. Je ne vois pas le rapport avec notre discussion, pestai-je, encore énervé des agissements du chauffard. Tu étais en train de me dire que certaines situations extérieures pouvaient t'empêcher de te sentir bien. Oui, et en voilà un exemple parfait. Ce type a troublé ma quiétude par son comportement stupide et irresponsable, et il a eu le culot de nous insulter au lieu de s'excuser. C'est typiquement une situation qui me met en colère. Il y a de quoi, il me semble. Mon ton, devenu sarcastique, n'échappa pas à Chanty qui resta calme. Il y a de quoi, en effet, ou pas. Ou pas quoi ? Il n'y a peut-être pas de quoi s'énerver. Attends, je ne te suis plus. Trouves-tu son comportement normal et acceptable ? Normal, non. Mais acceptable, pourquoi pas ? Ah bon ? Tu trouves admissible que cet inconscient mette la vie des autres en danger ? Imagine-toi que cet homme ait une raison valable de rouler à cette vitesse en prenant des risques. Il peut avoir reçu un appel urgent, sa femme est peut-être en train d'accoucher, son enfant est tombé malade. Bien sûr, Chanty, nous pouvons tout inventer, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Arrête d'être naïf. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne faudrait-il voir en l'autre qu'un comportement agressif à notre égard ? Tentons d'observer les faits. Les faits sont clairs. Un imbécile roule n'importe comment et a failli nous rentrer dedans. Les crétins de ce genre me mettent hors de moi, point final. Un homme nous double à vive allure. Surpris par cet acte imprévisible, nous avons eu peur. Tout pourrait s'arrêter là, mais la frayeur provoque en nous des réactions en chaîne, parce qu'il nous faut la justifier. Nous attendons de lui des excuses qui n'arrivent pas. Au lieu de cela, il nous accuse de gêner son passage. Après la peur, vient un sentiment d'agression, d'humiliation et d'injustice. Crois-tu qu'il a cherché à nous faire du mal ? Je fis la mouche, cherchant dans ma mémoire. Chanty reprit ses questions. Pourquoi avons-nous besoin de nous sentir attaqués ? Comme tu l'as expliqué, son comportement génère des réactions et nous ne pouvons pas tout accepter sans rien dire. Nous avons le choix de retrouver le bien-être dans lequel nous étions avant les faits ou d'alimenter notre colère contre cet individu autant de temps que nous le souhaitons. Mais la fraction de seconde dans laquelle nous avons eu peur ne peut justifier le long mal-être qui suit. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je suis en colère, c'est normal, non ? Nous sommes seuls responsables de l'état d'esprit dans lequel nous décidons de vivre à chaque instant. Le calme de Chanty m'horripilait. J'enlevai mon pull, la chaleur m'étouffait. Alors, que devrais-je faire selon toi ? Tu pourrais changer d'attitude et ne plus être atteinte par la situation. Une fois que l'accident est écarté, nous cherchons un coupable à notre émotion. Le fautif est trouvé, n'est-ce pas ? Mais ne vois-tu pas un autre coupable moins évident à la colère ? Bah non, c'est la faute de ce type. Une seule personne est responsable, c'est toi. Pardon, moi ? Cet individu a mis notre vie en danger, c'est moi qui ai tort, ça c'est la meilleure. Non, Maël, tu n'es pas responsable de ces actes, mais de tes émotions et de ton mal-être. J'ai ressenti, comme toi, la peur de l'accident, puis j'ai cherché à contrôler mes pensées pour ne pas me laisser submerger par des sentiments négatifs qui se retourneraient contre moi. C'est ainsi que j'ai retrouvé mon équilibre. Si nous admettons que le bonheur prend naissance en nous et que rien ne peut le déséquilibrer, nous verrouillons l'accès aux situations extérieures toxiques. Nous observons sans y ajouter de pensées polluantes. Les paroles de Chanty m'avaient interpellé. Je prenais conscience qu'il était possible de se sortir de toute situation douloureuse en changeant d'état d'esprit et en admettant ma responsabilité dans la prolifération de mes émotions venimeuses. Pas facile de descendre de mon piédestal, mais il avait raison. Je me calai au fond du siège, regardant défiler le paysage. Le poids que j'avais sur l'estomac disparut et les tensions dans mon corps se relâchèrent. Ma voix se radoucit. Je reconnais que tu marques un point. Je dois avouer que tu m'impressionnes. Il se mit à rire. Et il t'en faut peu. Non, détrompe-toi, c'est pas mon genre d'écouter les grandes leçons de morale, ni même les petites. Mes collaborateurs me reprochent de ne pas leur prêter assez attention.
La chaleur étouffante prit le dessus sur la climatisation défaillante de notre minibus. Les amortisseurs avaient du mal à encaisser les irrégularités du ruban d'asphalte qui semblait avoir été déroulé sur une route de terre sans autre soin. Nous fîmes une halte pour nous dégourdir les jambes et boire quelque chose. Il restait 1 heure de route avant le déjeuner et autant pour nous rendre au départ de notre escapade. Karma gara le véhicule sur le bas-côté. Un nuage de poussière s'épaissit au freinage, suivi d'une cohorte de marchands ambulants qui se précipitèrent pour nous présenter leurs réalisations personnelles en tout genre. Chanty les repoussa d'un geste et me conduisit à un petit étalage de fruits et légumes d'une dizaine de paysans. Chacun organisait sa récolte par code couleur. L'arc-en-ciel, symbolisé devant nous, me rappela le marché bio de mon quartier. Des pommes, des oranges, des tomates, des bananes, des courgettes, rien d'exotique. En cette saison automnale, les mandarines étaient à l'honneur. Chanty en acheta 2 kilos, puis il goûta quelques fruits secs avant de s'en servir un large assortiment qu'il me tendit. Karma avait pris place sur un talus de pierre un peu plus loin. Il partagea une cigarette roulée avec une connaissance. Je suivis Chanty jusqu'à un habitat de fortune construit de planches et de tôles rafistolées. Sur le pas de porte, une femme en guenilles tapota l'épaule de mon guide puis se tourna vers moi pour me serrer la main. Elle nous invita à nous asseoir à l'unique table constituée de 3 troncs d'arbres, s'engouffra dans la maisonnette puis revint avec 2 tasses fumantes. Chanty échangea avec elle quelques mots en tibétain. J'écoutais sans comprendre, examinant avec dégoût la tasse d'eau troublante verdâtre qu'elle avait posée devant moi. Pas question d'ingérer ce breuvage, j'allais y laisser ma peau. Malgré les paroles de Maya qui me revenaient à l'esprit, il m'était impossible de risquer l'empoisonnement à cause d'une collation. Chanty l'avala d'un seul trait puis remarqua mon manque d'enthousiasme. « Tu peux boire, ça bout depuis des heures. Ce mélange de plantes t'aidera à supporter la chaleur, n'aie pas peur. » Dubitative, j'avançais mes lèvres en reniflant puis trempais le bout de ma langue. Je gardais quelques secondes un peu le liquide dans ma bouche, prête à tout recracher. Je fus surprise par l'association délicate d'herbes où la sauge semblait prévaloir. Je bus ma 2e gorgée avec plus d'élan, puis les suivantes avec plaisir, et finis par accepter une seconde tasse. Chanty m'expliqua que cette femme maîtrisait les bienfaits des pousses montagnardes. Elle soignait par phytothérapie les habitants voisins. Et certaines personnes, même, faisaient le déplacement de bien loin pour profiter de son savoir. Je me sentis honteuse de mes préjugés. Je voulais vivre ce voyage sans chercher à faire de comparaison avec ce que je connaissais. Même s'il n'y avait là rien de commun avec ma vie, je devais avouer que l'envie de découvrir ce pays, sa culture et ses mentalités me procurait un certain plaisir. Je n'avais pas consulté mon téléphone depuis 1 heure. Chanty sonna le départ. Karma tira une longue bouffée jusqu'au mégot de sa cigarette et salua son ami. Au moment de reprendre la route, Chanty me tendit une poignée d'arachides pour me faire patienter jusqu'au déjeuner et je m'assoupis à nouveau. Réveillé par les gémissements brutaux de notre chauffeur, je demandai à Chanty des explications pendant que Karma continuait à maugréer. Chanty lui parla un moment et réussit à l'apaiser. Il avait raté la sortie. Nous devions faire une boucle qui nous retardait d'1 demi-heure. J'encaissais la nouvelle à mon tour. Le voyage était déjà assez long pour imaginer le prolonger. Je n'en rajoutais pas, notre conducteur semblait suffisamment affecté par son erreur. D'humeur égale, Chanty sentit mon découragement. Il me raconta une histoire. Il y avait dans un village un homme pauvre qui avait un magnifique cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter, mais l'homme refusait sans relâche. Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami ? Un matin, il se rendit à l'écurie et le cheval avait disparu. Tous les villageois lui dirent « On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre, maintenant on te l'a volé, quelle malchance !» Le vieil homme répondit « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Tout le monde se moqua de lui. Mais 15 jours plus tard, le cheval revint avec toute une horde de chevaux sauvages. Il avait fugué et séduit une jument. Il rentrait avec le reste de la troupe. « Quelle chance !» s'exclamèrent les villageois. Le vieil homme et son fils se mirent au dressage des chevaux sauvages. Mais 1 semaine plus tard, le fils se cassa une jambe à l'entraînement. « Quelle malchance !» dirent ses amis. « Comment vas-tu faire, toi qui es déjà si pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus t'aider ?» Le vieil homme répondit « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Quelque temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arriva dans le village et enrôla de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme qui ne put partir avec sa jambe cassée. « Quelle chance tu as ! Tous nos enfants sont partis à la guerre et toi, tu es le seul à garder ton fils auprès de toi. Les nôtres vont peut-être se faire tuer. » Le vieil homme répondit «
Chance, malchance, qui peut le dire? Alors, cette sortie manquée, chance ou malchance? J'éclatais de rire. Qui peut le dire, Shanti? Effectivement, qui pouvait le dire? Peut-être serions-nous tous morts si Karma avait suivi la route la plus courte. Ça me rappela les métros que je ratais parfois le matin. Au moment où j'arrivais sur le quai, les portes se fermaient. Ça me rendait dingue. C'était peut-être pour ça que j'étais toujours en vie. Karma emprunta une voie chaotique en terre. Et les roues du minibus se mirent à tourner dans le vide le temps d'une rotation complète. Puis, lancé, l'engin monta la côte après avoir enchaîné 3 ou 4 virages serrés. La route étroite ne laissait place à aucune autre voiture. Par chance, personne ne vint dans l'autre sens. Au bout du chemin, la terrasse d'un restaurant offrait une vue spectaculaire sur la vallée de Pokhara jusqu'à la chaîne himalayenne qui bloquait l'horizon. Je restai un moment immobile devant le paysage, ignorant les grondements de mon estomac attirés par les parfums qui se dégageaient de la bâtisse. Shanti me proposa une table au plus près de la végétation. Ici, tu peux goûter le meilleur dalbat que je connaisse, le mets typique de mon pays, à la base du riz blanc et de la soupe de lentilles. Dal, en népalais, que nous mangeons 2 fois par jour. Pour les plus aisés, il est agrémenté d'un curry et d'achar de légumes. C'est un plat végétarien en général, car la viande est chère, mais ici, tu trouveras du yak pour l'accompagner. Suis-moi, tu vas te régaler. Il se leva et m'entraîna vers les cuisines. Sur un comptoir, de généreux récipients en métal, surélevés par un socle chauffant, isolaient un à un les ingrédients que Shanti venait de m'énumérer. Le riz blanc, la soupe de lentilles, les arômes puissants d'épices, des achars, de légumes, la réduction de curry, puis le yak, confit dans une sauce brunâtre au reflet d'argent. Je respirais les effluves des marmites fumantes qui se mélangeaient pour former le traditionnel plat. Suspendus à mes lèvres, 2 jeunes adultes attendaient le verdict. Pour moi, ce sera un dalbat royal. Les regards inquiets laissèrent place à une joie manifeste. Le premier jeune homme s'empressa de me tendre une assiette en métal, positionnant 4 bols vides. Il me désigna les fétous. Shanti m'aida en précisant que le riz devait être au centre et que chaque récipient était destiné à accueillir un ingrédient. Le garçon me servit dans les règles de l'art, agrémentant mon assiette bien remplie d'une salade de choux, carottes et concombres. Puis, il déposa dessus une fine galette au cumin frites. Shanti prit place en face de moi, mais Karma resta déjeuner en cuisine. Je plongeais ma fourchette dans chacun des bols pour en apprécier les différents effluves, puis imitais mon compagnon de voyage qui mélangeait les saveurs au centre de son assiette. Il répétait ses gestes après chaque bouchée. Les achars de légumes sucrés avec subtilité et le riz blanc adoucissaient les éraflures du piment greffé à la cuisson du yak confit. Les lentilles apportaient un lien délicat et sapide, exacerbant tous les parfums. Je me délectais en contemplant un paysage inouï. Le soleil accompagnait notre pause d'une agréable tranquillité. Et nous arrivons au terme de cette lecture. Du coup, on aura lu 2 chapitres parce que le premier, juste un, ça aurait fait 10 minutes de vidéo. Donc on en a profité un peu plus, mais on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Encore des belles leçons. J'aime bien ce système d'histoire et en même temps de philosophie un peu avec Shanti qui nous donne, et même Maya, qui nous donne des petites astuces, des petites choses pour une vie plus saine, plus sereine. Ça me fait penser un peu les conseils aux 4 accords Toltec, vous savez, avec on est pris dans les bouchons, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et avec cette histoire de voiture où effectivement on ne peut pas savoir ce qui arrive à la personne, peut-être qu'elle est pressée effectivement pour une bonne raison et qu'on aurait fait pareil à sa place. Il faut essayer de prendre du recul. Ce n'est pas simple, c'est un vrai travail sur soi-même, mais en tout cas, encore une fois, j'ai adoré lire ces 2 chapitres. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié les écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, s'il vous plaît, et un commentaire. C'est toujours agréable de vous lire. En général, je les lis tous. Je mets des petits cœurs, vous avez vu, pour dire que j'aime vos commentaires et que je les lis bien. Donc, n'hésitez pas. C'est hyper agréable. Il y a mon Instagram aussi, si vous voulez discuter un peu. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit, si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite.